Et bonjour, voilà, donc nous sommes désormais sur scène en ligne donc pour cette conférence 100% numérique. Donc bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour démarrer, vous rappeler simplement que il s'agit d'une conférence évidemment sur la question des communs. On l'a intitulée Quand la société s'empare des ressources communes, hein. L'idée est bien, bonjour, voilà, tout le monde dans le chat, voilà, je vois que vous maîtrisez déjà les outils. Quand la société s'empare des ressources communes, donc c'est partir sur ce concept au fond des communs qui a été évidemment extrêmement débattu depuis maintenant plusieurs décennies, hein, d'ailleurs, qui a connu une certaine reconnaissance, hein, notamment à travers les travaux d'Elinor Ostrom, et donc ça va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, même si nous l'aborderons, voilà, à travers un certain nombre, au fond, de mobilisation de la société. Hein, on ne sera pas seulement sur, il y aura évidemment, on croisera les concepts avec les pratiques, hein, d'une certaine manière, et avec quatre angles différents, mais je vais y revenir dans un instant à travers nos quatre intervenants. Alors, peut-être avant toute chose, vous dire un petit peu comment l'affaire va se dérouler. Alors, premièrement, vous avez normalement donc en haut à droite, vous avez bien sûr le chat, vous avez les questions et bon, questions, je ne sais pas trop, ça on ne va pas l'utiliser, et surtout les sondages. Donc, on lance un sondage, sachez-le. Donc, quels sont les biens communs prioritaires selon vous? On en a listé quelques-uns, l'eau, les forêts, les semences, les médicaments, logiciels libres et la gestion communautaire. Évidemment, ils sont de nature aussi un petit peu différente. Et n'hésitez pas, donc vous avez deux réponses possibles pour soumettre évidemment votre vote. Bien, donc vous pouvez répondre à ce sondage et puis vous pourrez évidemment, au fil des interventions qui vous seront proposées, poser des questions dans le chat à nos intervenants qui auront ensuite la possibilité, bien entendu, de vous répondre. Alors, on va faire un premier temps où je vais vous dire donc un petit peu le contenu, comment on aborde cette question des communs. Vous présenter rapidement les quatre intervenants. Ensuite, ils auront chacun 5 minutes pour présenter leur point de vue sur la question des communs. Voilà, et après quoi, donc ça ferait à peu près 20 minutes hein, de prise de parole initiale, et après quoi, évidemment, vous aurez la possibilité de voir vos questions reprises hein, par les intervenants qui pourront apporter des réponses et échanger avec vous. Alors, je disais, les communs, en fait, qu'ils soient naturels, on pense le plus souvent évidemment à des biens communs naturels, hein, c'est l'approche d'Ostrom, mais qu'ils soient aussi informationnels ou sociaux, connaissent un regain d'intérêt depuis quelques années, peuvent être mobilisés dans le cadre de lutte ou de solutions. Hein. Vraiment, on est sur les deux pans finalement. Hein. On peut être à la fois dans la construction de problèmes et dans la mobilisation sociale, dans les luttes, mais aussi dans la construction de solutions et dans des actions. Déjà, il y a déjà des questions pour le transcolocalisme. Hein. Il y a des lecteurs assidus d'Hervé de Falvar, effectivement. En plus, il y a eu un grand colloque il n'y a pas longtemps. Bref, je continue. Donc, selon la définition d'Elinor Ostrom, les communs possèdent trois caractéristiques. Ce sont des ressources, bien sûr, auxquelles s'attache un système de distribution des droits et une structure de gouvernance collective. Ça, c'est la définition un petit peu classique d'Ostrom, mais qui, évidemment, connaît différents amendements en fonction de ce dont on parle. Donc, évidemment, les communs soulèvent ainsi le problème de la répartition du pouvoir. C'est un point tout à fait crucial. La question de l'allocation des ressources et celle de leur renouvellement dans le temps. Hein, voilà, c'est là qu'on croise évidemment les préoccupations écologiques, mais aussi démocratiques et sociales. Ni public ni privé. Alors ça, cette assertion évidemment peut connaître des modulations, hein, on va le voir. Il nous invite à reconsidérer d'une part l'opportunité des modèles de l'économie sociale et solidaire qui leur fournissent des cadres d'action et d'autre part l'action publique qui doit davantage s'ouvrir aux citoyens qui ont l'usage des services proposés. Voilà, ça c'est pour le cadrage. Nous avons donc quatre intervenants.
Alors, on a décidé un ordre tout à fait quasiment arbitraire. Donc, c'est Judith Rochefeld qui commencera, hein, qui est professeure à la Sorbonne, professeure de droit, qui a également d'ailleurs dirigé, hein, un dictionnaire, enfin co-dirigé, un dictionnaire des biens communs, écrit également plusieurs livres, hein, notamment sur les mobilisations autour du climat. Ensuite, suivra Hervé de Salvar, qui est maître de conférence à HDR d'ailleurs, à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, qui également, alors lui traite plutôt la question des communs sociaux, qui a traité effectivement et qui a co-organisé un grand colloque sur le translocalisme, donc il pourra aborder ces sujets. Ensuite, nous aurons Romain Baucher, qui lui donc est de l'agence, cofondateur de l'agence Vraiment Vraiment, spécialiste des questions d'innovation publique. On voit aussi quelle est la place des usagers dans l'action publique en particulier. Et enfin, Nicolas Alix, qui préside, bon, qui est une figure de l'économie sociale et solidaire et et notamment du monde associatif, et qui préside la COP des communs. Voilà pour nos 4 intervenants. Donc, dans l'ordre, je vous pose d'ailleurs la même question à tous et à toutes. Cette question, c'est quels sont selon vous les enjeux, allez, c'est large, quels sont selon vous les enjeux soulevés aujourd'hui par les communs, selon vous, voilà, avec votre approche tout à fait spécifique. Judith, pour commencer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et d'avoir cette discussion avec tout le monde. Il y aurait beaucoup d'enjeux à cartographier, hein, mais comme en ce moment je travaille plutôt sur le climat, je voulais prendre cet angle d'attaque qui est un petit peu déroutant pour les communs parce que Timothée vient de le rappeler, le climat ou la biodiversité, ce qu'on peut appeler des grands communs mondiaux, même si c'est un peu excessif de les appeler comme ça, pousse à réfléchir en fait à une sorte de gouvernance mondiale par des communautés de ces grands communs mondiaux qui connaissent plutôt, eux, une tragédie des communs, c'est-à-dire le fait que leur pérennité ne soit pas assurée. Et l'idée qu'ils ne correspondent pas, même si Ostrom s'y était intéressé, comme d'autres, hein, à la description que Timothée vient de faire, c'est-à-dire une distribution de droits et surtout un gouvernement par une communauté de taille restreinte qui assure cette pérennité. Eux, comme je le disais, c'est plutôt une tragédie des communs que connaissent le climat ou la biodiversité, et un gouvernement plutôt remis aux souverainetés étatiques, puisque les grandes conventions cadres de 1992 des Nations Unies avaient remis en fait la protection du climat et de la biodiversité en tant que préoccupation commune aux États. Et c'est pour ça que nous avons connu les COP et ces grandes réunions mondiales autour de la protection du climat ou de la biodiversité, plus du climat d'ailleurs que de la biodiversité. Alors, ce que je vois comme changement aujourd'hui et pourquoi l'idée de commun pourrait s'y réintroduire, même avec une variante très spécifique, c'est que partout dans le monde ou dans beaucoup de pays, en tout cas, il y a une mobilisation citoyenne très importante, alors citoyenne au sens large, hein, des associations, des fondations, des citoyens, des jeunes citoyens, des ONG bien entendu, qui se mobilisent et précisément se servent beaucoup de la rue, bien sûr, mais beaucoup de l'arène judiciaire, de procès climatiques, pour rappeler leur État à leur devoir de protection de ces grands communs mondiaux. Et on a, à mon sens, une forme de communauté très spécifique qui est en train de se constituer. D'abord, elle est mondiale, et en plus, elle est diffuse, au sens où il ne s'agit pas exactement d'un gouvernement, au sens où l'entendait Ostrom, qui était très cartographié, très organisé, mais une sorte de gouvernement très diffus, au moins en défense de ces grands communs, et qui arrive à des solutions parfois en justice déroutantes, c'est-à-dire par exemple aux Pays-Bas, des citoyens 887 citoyens sont parvenus à ce que l'État néerlandais soit enjoint de protéger le climat, c'est-à-dire de coller à ces objectifs annoncés
dans l'accord de Paris. Et je vous ai mis là dans le chat l'une des premières décisions françaises sur la question qui date du 19 novembre dernier, qui n'est pas à proprement parler une figuration du commun parce que c'est la commune de Grande-Synthe qui agissait parce qu'elle se sent en vulnérabilité climatique étant donné qu'elle est littorale, mais on a des affaires qui suivent et qui correspondent à cette idée d'une communauté diffuse qui agit en défense de ces grands communs avec une reterritorialisation de cette défense au niveau des cours et des juridictions de chaque pays. Et je finirai juste sur cette idée d'une communauté diffuse qui exerce au moins en défense cette gouvernance avec l'idée que la Convention citoyenne pour le climat m'apparaît comme une manifestation aussi de cette idée d'un gouvernement de ces grands communs mondiaux reterritorialisés au niveau national, c'est-à-dire qu'on a demandé à des citoyens avec un apport technique très important de se prononcer sur les mesures qui seraient protectrices, qui assureraient la pérennité du système climatique. Et ça m'apparaît une direction, même si elle est remise en question là actuellement, puisque tout n'est pas suivi, ça m'apparaît une direction très intéressante, plutôt que ce soit le procès, que ce soit une convention citoyenne de gouvernance de ce grand commun mondial. Je m'arrête là pour la première salve. Tout à fait, il y en aura d'autres. Merci beaucoup en tout cas, y compris d'avoir tenu le temps et puis d'avoir pu préciser justement ce pas de côté par rapport à la définition traditionnelle qui permet de prendre en compte voilà, des communs mondiaux. Alors maintenant, alors après le droit, c'est l'économie avec Hervé de Falvar qui lui l'aborde non pas à travers le climat, mais à travers les communs sociaux. Voilà, est-ce que Hervé, tu peux nous en dire plus ? Oui, merci Timothée et merci à Alternative économique de cette invitation à participer à cette table ronde. D'ailleurs, je voudrais commencer par évoquer un souvenir personnel en guise de remerciement et d'hommage à Philippe Frémaux qui nous a quittés cet été. Ce souvenir, c'est simplement, il a eu lieu voici un peu plus de 10 ans dans son bureau d'Alternative économique rue du Sentier à Paris, lorsqu'il a signé en tant que premier partenaire avec l'Université de Marne-la-Vallée la convention de la chaire ESS que nous y avons créée ensemble. Et c'est donc comme responsable de cette chaire ESS que je vais aborder effectivement cette question des communs sociaux et sous l'angle de leurs enjeux. Alors, je le ferai dans un premier temps en situant les mouvements sociaux dans les communs sociaux dans les mouvances des communs, afin de leur donner donc une première perspective. Ces mouvances des communs, elles réunissent à la fois des acteurs militants et puis aussi des théoriciens plus ou moins militants. Et je commencerai par distinguer deux premières mouvances des communs, la mouvance du libre et la mouvance écologique. Le propos de Judith précédent s'inscrit dans cette mouvance écologique. Alors, ces deux mouvances sont chacune nées dans les années 1980, donc c'est déjà un petit peu ancien, en réaction, en lutte contre l'extension néolibérale de l'appropriation privée, de la marchandisation et de la financiarisation pour la première mouvance, celle du libre dans le champ de l'informatique et pour la seconde dans le champ de la nature. Et ces deux mouvances n'ont cessé depuis de se développer, de se complexifier et aussi de se rencontrer. Je distinguerai une troisième mouvance des communs, la mouvance sociale, qui est largement transversale aux deux premières. Et cette mouvance sociale des communs, elle marque finalement l'extension des communs à l'ensemble des dimensions de la vie en société. L'habitat, l'emploi, la santé, la mobilité, la culture font ainsi aujourd'hui l'objet de communs. Et les communs sociaux, donc c'est une manière, il y a aussi les communs urbains, voilà, une manière de désigner ces communs appartenant à cette troisième mouvance, la mouvance sociale des communs qui est plutôt plus tardive, hein, c'est la fin des années 2000, début des années 2010 qu'elle apparaît de manière pour se diffuser. Alors, avec cette extension à l'ensemble des domaines de la vie sociale, et c'est mon deuxième point, se pose, et c'est l'enjeu, la question des communs comme société.
et sur laquelle d'ailleurs le livre publié ce mois par Jean-Benoît Zimmermann, les communs, hein, cette question des communs comme société, ce livre se termine en posant cette question. Ma thèse ici est que pour devenir la base d'une nouvelle société, la société du commun, les communs sociaux devront connaître une double évolution du point de vue de leur infrastructure, c'est-à-dire, pour reprendre Gramsci, en tant que rapport de production et d'échange. Leur infrastructure devra devenir intégrale et translocale. Donc, Patrick, je vais bien parler un petit peu du translocalisme. Je vais prendre ici 2 exemples pour éclairer ce que je veux dire par cette infrastructure intégrale et translocale des communs. La zone à défendre, la ZAN Notre-Dame-des-Landes, depuis le temps de la lutte, est un commun intégral, tout comme la communauté Emmaüs de l'Escarpeau l'est aussi. C'est-à-dire toutes les dimensions de la vie s'y organisent sous le principe du commun. Alors, comme l'a dit et soutenu Frédéric Lordon dans son ouvrage Vivre sans, ce type de commun intégral se soustrait au capitalisme, mais ne le renverse pas. Pour le renverser, il faudra que l'infrastructure des communs devienne aussi translocale. Je vais ici encore prendre un exemple, mais sans doute que les communautés diffuses dont nous a parlé Judith, hein, avec leur reterritorialisation, participent de ce translocalisme. L'exemple que je veux prendre ici, c'est celui des Fab Labs, quand ils sont des communs, qui ont une structure translocale. C'est-à-dire que la communauté locale, avec sa production d'objets physiques, est rattachée à une échelle globale, celle de la couche mondiale de connaissances que partagent les Fab Labs. Alors, l'infrastructure des communs sociaux ne deviendra pas à la fois intégrale et translocale sans une évolution profonde du droit et des institutions politiques. Nous en parlions ce matin lors d'une table ronde avec Arnaud Montebourg. Il faudra que se développe une politique des ayants droit du territoire susceptible d'instituer, par exemple, les entreprises comme des entreprises de territoire. Et ceci, selon Arnaud Montebourg, appelle une révision du statut des coopératives. Alors, je terminerai, pour ne pas déborder dans le temps qui m'est imparti, en disant que la société du commun dessine à l'horizon du XXIe siècle une troisième voie, ni néolibérale, ni néopopuliste, avec des modalités de fonctionnement très différentes, et pour l'État, je sais qu'on va bientôt en parler, et pour le marché. On pourra y revenir dans la discussion. Merci beaucoup, Hervé. On va mettre la référence du livre tout à l'heure. Donc, nous allons passer à la troisième. Donc, effectivement, on voit bien hein, cette question des communs sociaux qui s'ouvre justement d'autant plus à la question de la société et qui aussi contribue à la dénaturalisation des biens communs. Hein, parce que c'était aussi un des reproches qui a pu être fait à l'approche d'Ostrom. Hein, on l'a vu là déjà à plusieurs reprises. Est-ce que, alors du coup, on passe à la troisième approche qui, elle, justement, pose la question du rapport à l'action publique, c'est-à-dire l'innovation publique en particulier, celle de Romain Baucher. Alors, comment, justement, l'action publique peut-elle s'emparer de cette question des communs ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour l'occasion de tisser des ponts entre des sujets qui ne sont pas immédiatement... qui ne dialoguent pas forcément beaucoup. Alors, je ne peux pas commencer sans citer la 27e région que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui a commencé à travailler au début des années 2010, fin des années 2000, sur les sujets de transformation publique, innovation publique et design des politiques publiques, et qui aujourd'hui, petit à petit, va sur les sujets communs, mais, c'est un peu paradoxal, en abandonnant un peu le sujet de transformation publique. Et donc moi, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Vraiment Vraiment. Je suis associé avec des designers et on travaille effectivement pour des acteurs publics dans ce champ qui est l'innovation publique. L'innovation publique, c'est un peu une tentative d'enrichir ou de présenter une alternative à la réforme de l'État un peu classique, telle qu'elle est conçue depuis plusieurs décennies, mais a fortiori depuis les années 2000 et notamment à la fin des années 2000, autour globalement d'un imaginaire qui n'est pas imaginaire d'ailleurs, mais plutôt d'un triptyque autour des réductions budgétaires, du rétrécissement via notamment la privatisation, et puis de la qualité de service. La qualité de service, sous-entendu, il faudrait rendre les services publics comme on rend un service
bancaire ou un service d'assurance, niant un peu la spécificité du public. Et l'innovation publique, en fait, vient essayer de percuter un peu ça à plusieurs titres. Et en fait, là, j'essayais de résumer. Voilà, on essaie de passer d'une conception verticale de l'action publique, focalisée sur le service et sur l'usager, à une conception plus communautaire, donc pas strictement horizontale. On reste quand même dans des organisations administratives très hiérarchiques, mais l'idée, c'est d'en avoir une approche plus communautaire, c'est-à-dire d'avoir pas seulement des consignes, des dispositifs descendants, mais d'associer mieux les agents de terrain, mieux les usagers. Pas seulement fondé sur le service, mais plus sur la ressource, c'est-à-dire de considérer qu'un dispositif public comme le RSA, comme un EHPAD, un collège, c'est une ressource et pas seulement un lieu de délivrance de services. Et puis de désacraliser la figure de l'usager où le client n'est jamais très loin, pour remettre un peu en scène la figure du citoyen et repolitiser justement, au sens lien à la démocratie, repolitiser ce sujet de la transformation publique. Alors, j'ai quelques exemples à vous montrer. Je vais essayer techniquement de ne pas me planter. Hop, là, normalement, vous voyez une formidable mise en abîme. Je prends quelques exemples très récents. Et voilà, là, on est intervenu sur un parc de logement social à Paris. Habituellement, il y a un bailleur social qui fournit un service de logement à ses habitants. Et puis là, dans le cadre d'une rénovation, en fait, le bailleur social a décidé de switcher un petit peu et de changer un peu d'état d'esprit et de considérer qu'en fait, ce bâtiment, les communs, les appartements, pouvaient aussi être traités un peu justement en commun et collectivement. Et donc, on mène toute une démarche d'entretien et d'association des usagers, habitants, citoyens. Ils sont un peu tout ça, et locataires aussi, pour penser la transformation de leur cadre de vie. C'est aussi quelque chose qu'on fait. Alors ici, c'est une image, j'ai vu qu'il y avait des morvandiaux dans les participants. Ça, c'est une image à Lorme. On a pris un EHPAD, l'EHPAD de Lorme dans la Nièvre, et on s'est posé la question avec les résidents, avec les professionnels de l'EHPAD et avec l'ensemble des forces du territoire, de comment est-ce qu'on pouvait remettre cet EHPAD au cœur du territoire, là où aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, c'était un peu un îlot très isolé avec simplement la famille, mais le plus rarement possible, et puis les professionnels qui faisaient le lien. Ici, c'est un exemple dans un collège, transformation d'un collège dans le Val d'Oise. Et en fait, on a travaillé avec l'ensemble de la communauté, donc les élèves, les parents, les professeurs, et puis l'ensemble des adultes des lieux, et puis tout le dispositif, les collectivités locales et l'institution scolaire dans son ensemble, pour repenser les nouveaux usages en laissant de la place aux nouvelles pédagogies, en laissant de la place aux aspirations des enfants, et repenser l'aménagement du collège, en fait, en commun. Donc finalement, on retombe, c'est intéressant parce qu'on ne pense pas du tout comme ça quand on fait ce genre de projet, mais on retombe sur la définition que tu donnais en introduction, Timothée. On a des ressources avec des droits, et puis il y a une gouvernance. Alors pour le coup, c'est très balbutiant dans les services publics. Quelle gouvernance on met en place pour que justement on sorte de cette conception très verticale. Et puis ça pose évidemment plein de questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé d'une approche très verticale, souvent nationale, avec l'État qui fixe de la norme, à une approche plus communautaire qui fait davantage de place aux souhaits des citoyens, des usagers, des parties prenantes, des agents de terrain, etc., assez vite, on a des problèmes d'égalité qui se posent, de financement, de droit à l'innovation, de droit à l'expérimentation, d'évaluation, de capitalisation, mais qui me paraissent être des questions en fait, très intéressantes à explorer. Et c'est ce à quoi on s'attelle, et je serais ravi d'en parler avec vous, mais je crois que j'ai déjà terminé mon temps. Merci beaucoup Romain, et merci du coup à tous les trois. Hein. J'ai pas besoin de faire la police, vous êtes tous très cadrés sur les interventions, donc c'est parfait, merci beaucoup. Puis effectivement, là on voit aussi cette place particulière là de l'usager. C'est une vieille question dans l'action publique. Qui a toujours été un peu compliqué à traiter, mais effectivement, depuis quelques années, on voit bien qu'il y a une accélération. Tu citais la 27e région, ça en fait l'usager citoyen, tout à fait, justement. Mais effectivement, avec la 27e région, avec toutes ces agences autour de l'innovation publique, notamment, effectivement, il y a un renversement en cours qui est tout à fait intéressant. Alors,
dernière intervenante, Nicole Alix, donc, qui préside la COP des communs, qui vise à faire le lien entre la question des communs et de l'économie sociale et solidaire. Alors, Nicole, est-ce que tu peux nous donner justement ton point de vue sur la question des communs et des enjeux qu'ils soulèvent aujourd'hui? Bonjour, merci de me donner la parole et merci de m'avoir sollicité, Timothée. Et moi aussi, comme Hervé, je voudrais rendre hommage à Philippe Frémaux. Voilà, pour moi, alternative économique, Philippe Frémaux, c'est une vie. Et comme je pourrais d'ailleurs dire que les communs, c'était une vie pour moi, même si je ne savais pas que ça existait, ou en tout cas sous cette forme-là. Et je crois que c'est de ça que je voudrais vous témoigner. En fait, hier ou avant-hier, on a eu la première réunion à la COP des communs d'un groupe sur coopérative mutuelle régie de données. Et Lionel Morel, qui en est un des animateurs de cette COP des communs, parce que bon, je la préside, mais en fait, je fais la présidente, quoi. Hein. Et il y a des tas de gens qui font des tas de choses absolument extraordinaires. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont présents là, et Judith et Hervé. Lionel disait, voilà, il y a un côté un peu métaphorique et puis un côté réel. Nous, ce qui nous intéresse à la COP des communs, c'est bien sûr tout le courant de la recherche, des recherches autour des communs, mais c'est aussi le côté du réel. Et je voudrais aussi, en un mot, dire que des projets de loi comme enfin, le contexte dans lequel on se situe actuellement, le projet de loi, par exemple, confortant le pacte républicain qui va élargir les possibilités de l'administration de dissoudre administrativement les associations et de les contraindre à respecter des critères qui sont administrativement définis mais peu contrôlés légalement, nous paraît pas aller dans le bon sens de la capacité de vivre les communs. En fait, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la capacité des gens, enfin des personnes, des individus, des collectifs à prendre leur place selon un mode de fonctionnement qui n'est ni celui de l'État, ni celui des principes de marché pour arriver à développer de l'action collective. Et en ce sens, ce que dit Ostrom, à savoir que appliquer des modèles, y compris théoriques, à des organisations où les gens ont la capacité de communiquer entre eux et non seulement de communiquer entre eux, mais d'avoir assez confiance les uns avec les autres pour communiquer entre eux, parce qu'ils ont l'impression que leur cadre, le cadre dans lequel ils sont peut changer, ça c'est vraiment important. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a créé la COP des communs, pour faire le lien effectivement entre les formes que des gens comme moi qui viennent effectivement d'économie sociale et solidaire connaissent bien, des formes d'action collective acapitaliste. Je dis bien acapitaliste, là où le capital est mis sous pression, hein, il est maîtrisé, normalement du moins, et des formes plus molles en fait de commun. On a eu effectivement l'impression qu'il y avait de la fertilisation croisée à avoir, parce que on peut apprendre de la longue et complexe histoire de l'économie sociale et solidaire. Je dis qu'elle est longue parce que depuis la fin du 19e siècle, elle a accumulé des ressources organisationnelles, des statuts, des questions fiscales, des cadres financiers, elle a créé des institutions, alors que les communs, eux, apportent une théorie. Et toute personne qui, comme moi, s'est heurtée pendant des années au fait que bon non, ça marche pas, les coopératives, non, c'est pas un bon modèle, parce que vous savez, quand ça devient grand, ça quitte l'esprit initial, donc et puis quand c'est trop petit, c'est au-dessous du radar, donc ça n'est pas significatif. Les mutuelles, c'est pareil, et les associations,
c'est difficile aussi de trouver une théorie, sauf à retomber dans des théories de bénévolat, du don contre don, etc. Je pense que les communs nous amènent plutôt vers des principes de réciprocité. C'est pas exactement du don contre don, c'est je contribue, je fais quelque chose parce que je sais qu'un jour la communauté me le rendra. Et en ce sens, ce qui nous intéresse, c'est les modèles qui permettent de faire vivre ce type d'organisation dans le quotidien. Je vais simplement terminer en disant que nos groupes de travail sont tous axés sur des objets concrets. J'ai pas le temps évidemment de développer les exemples là, mais il y en a un qui travaille sur les services de proximité, donc qui pourrait évidemment rebondir sur ce que vient de dire Romain. Il y en a un autre qui vient de démarrer là sur coopérative de données. Il y en a qui travaillent sur l'agriculture ou l'alimentation, etc. Et évidemment, je voudrais aussi, et ça sera mon dernier mot, évoquer ce que nous faisons sur les plateformes numériques coopératives. Nous avons un groupe de plateformes en commun qui est une communauté apprenante et qui réalise la semaine prochaine son deuxième forum des plateformes coopératives auquel vous êtes tous conviés pour montrer comment des modèles alternatifs peuvent faire vivre des communs numériques, ce sur quoi, effectivement, l'économie sociale et solidaire s'est assez peu penchée jusqu'à présent, ce qui a fait souvent que les modèles de logiciels libres sont devenus souvent des modèles de logiciels du capital. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Bien. Merci beaucoup à toi, Nicole. Effectivement, et je te rejoins. C'est vrai que l'économie sociale et solidaire n'a pas de théorie aboutie, hein, et probablement d'ailleurs assez impossible de ce point de vue, sauf effectivement à s'arrimer à la question des communs. Alors, merci du coup à tous les quatre pour vos interventions. Alors, le résultat, peut-être pour enchaîner, le résultat du sondage, mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Il y a déjà une personne qui l'a fait, alors soit vous le faites, effectivement, il y a un onglet questions hein, qui est là pour cela, mais je regarde aussi le chat, donc rassurez-vous, hein, si vous ne maîtrisez pas les onglets, parce que moi-même, je ne suis pas forcément très doué, donc je comprendrai tout à fait, donc je regarde les deux. En tout cas, pour le sondage, alors c'est très amusant parce que donc entre les différentes thématiques traitées, donc il y avait l'eau, les forêts, les semences, les médicaments, les logiciels libres et la gestion communautaire pour savoir finalement quels sont les biens communs prioritaires selon vous. Et en fait, il y en a un qui ressort particulièrement, c'est l'eau, à 51%. Voilà, c'est-à-dire en fait, mais très 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 largement. C'est-à-dire que vraiment, on en revient quand même à la première définition en fait des communs, qui est la définition des biens communs naturels, hein, avec là la question de l'eau. Alors et après, alors à 16%, c'est la gestion communautaire, le deuxième item. Donc là, on rejoint un petit peu ce qui a pu être présenté aussi aujourd'hui. Après, ça se répartit. Alors, il y a 11% pour les semences et les médicaments, 8% pour les forêts et 3% pour les logiciels libres. Alors, les logiciels libres, le libre, c'est pas, voilà, c'est pas du tout prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est l'eau. Voilà. Alors, est-ce que peut-être, avant de vous transmettre les questions, est-ce que là, parmi les intervenants, certains et certaines souhaiterait réagir par rapport à cela, sur la question de l'eau comme bien commun. Peut-être Judith Rochefeld. Oui. Ah oui, alors, oui, c'est intéressant parce que l'eau comme bien commun, ça a été une revendication et même un référendum en Italie. Donc ça rejoint en fait des préoccupations italiennes où c'est un pays, pour des raisons historiques, c'est-à-dire que l'État est bien moins implanté qu'en France et les reproches ou défaillances avaient entraîné des mouvements sociaux plus importants qu'en France jusqu'à présent. Et le fait d'avoir privatisé dans beaucoup de régions la distribution de l'eau a entraîné un mouvement de réaction avec cette intuition précisément que l'eau pouvait être gérée différemment en commun. Et il y a eu un référendum en Italie sur l'eau, précisément, ça s'appelait l'eau comme bien commun.
c'est la question en partie qui était posée, et donc ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend plus dans le sondage, c'est que les logiciels libres soient relégués en fin de liste, parce que ça a été le terrain d'une innovation, l'une des plus importantes pour construire les communs, c'est-à-dire d'accepter que la propriété, ici une propriété intellectuelle, ça a été une réaction aux États-Unis de l'élargissement de la propriété intellectuelle aux logiciels. Et la réaction qui s'en est suivie dans les années 1980 était précisément de reconstruire la propriété comme une propriété qui ne soit pas exclusive, puisqu'on mettait une propriété sur les couches logicielles, sur les briques logicielles, qui ne soit pas exclusive, mais qui puisse intégrer d'autres, à condition que tout le monde se mette d'accord sur les droits qui étaient distribués, et que on ait je dirais, ce gouvernement en commun, ce qui n'est pas toujours présent dans les logiciels libres, mais en tout cas, ça a été le terrain d'une innovation importante pour ce mouvement des communs. Donc, historiquement, on ne devrait pas le trouver en bas de liste, le logiciel libre, mais avec l'eau en haut de liste, si je puis me permettre. Merci beaucoup, Judith, c'est effectivement très juste. J'ajoute d'ailleurs sur l'eau comme bien commun, moi ça me fait penser aussi à l'association de Daniel Mitterrand qui avait beaucoup défendu ça avec ces fameuses gourdes faites par Philippe Starck. Mais bon, je le signale juste en passant pour ceux qui ont connu ça, et c'était avant le référendum italien d'ailleurs, mais tout à fait. Est-ce dans les intervenants, est-ce que d'autres veulent réagir? Nicole et Romain, je vois, les deux lèvent la main. Nicole et Romain ensuite. Oui, bon, merci de me redonner la parole. En fait, je suis frappée de la façon dont la question même a été posée, mais bon, ça fait partie du jeu. Pour moi, alors je parle sous le contrôle de Judith et de Hervé, sûrement de Romain aussi. Les communs, ce ne sont pas que des biens, hein, c'est pas des biens les communs. Alors on peut parler des biens communs, enfin elle l'a très bien dit Judith. Et puis il y a la question aussi du contrôle social sur les biens communs qui justement sont peut-être pas complètement gouvernés. Mais les communs, c'est des formes d'organisation sociale autour de ressources. Alors de quelque nature qu'elles soient ces ressources-là. Et moi je suis très frappée parce que les conditions qui font que on arrive à entretenir justement ces communautés pour que l'accès à la ressource ou aux ressources ou le développement de l'accès et la possibilité de développer les ressources soit entretenu, ça fait partie des impensés. En ce moment, entretenir une communauté, faire en sorte que l'action collective existe, ça fait partie des impensés. C'est comme si finalement, maintenant, on peut parler de l'eau, de l'énergie, mais des logiciels, mais que le prix que cela engendre, les coûts de maintien de la communauté, le coût de l'entretien de la communauté pour que la ressource vive, ça passe au-dessous du radar. Et je pourrais développer si vous le voulez. Merci Nicole. Alors il y avait Romain puis Hervé, je crois Hervé aussi se manifester après. Ouais, juste un mot pour rebondir aussi sur les communs numériques et les logiciels. Alors moi, il y a quelques années, j'ignorais à peu près tout de ce sujet-là. Il s'avère que par la casquette transformation publique, on a travaillé pour certaines organisations dans l'État qui s'intéressent à ces sujets-là. Et j'ai l'impression que c'est pour le coup, tant du côté des réseaux que du côté des logiciels, un des champs où l'État se pose le plus sérieusement la question de son interaction avec les communs, avec des sujets immensément complexes et pour le coup des tentatives parfois ratées. Tout le monde avance à pas de loup, une méfiance assez forte entre État et les communautés d'origine de ces sujets-là. Mais ça me semble aussi, je trouve ça étonnant et dommage que ça arrive si bas dans la liste. Parce que typiquement, je pense qu'il y a là des enjeux de coopération, par exemple, beaucoup plus forts que sur la forêt. Je sais que Sylvain Mathieu, le vice-président de la région Bourgogne, chargé de la forêt, et dans les participants, il pourra me contredire, mais j'ai l'impression que typiquement sur la forêt comme commun, on a une beaucoup plus grande défiance entre les acteurs publics et des organisations citoyennes ou des formes de propriété différentes que dans le sujet numérique, où il y a une espèce de coopération qui est en train de se dessiner. Voilà, c'était juste un apport. Et ça vaut pour les réseaux. J'ai mis dans les liens là, un podcast qu'on vient juste de publier de Sébastien Soriano, qui est président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, et où il
parle de son sujet, donc les réseaux télécoms, comme étant des réseaux communs. Et donc, il a dû se poser avec la casquette État la question de comment est-ce qu'on gère ces communs. Merci Romain. Hervé, et puis après on passera aux premières questions qui sont en train d'arriver. Oui, mais d'abord un peu comme Nicole, hein, je trouve que le sondage n'est pas forcément le mieux posé, comme l'a dit Nicole, parce que il oppose un peu bien commun et commun, et donc c'est plutôt comment les deux s'intègrent, et que si on n'est que sur les biens communs, on risque de louper ce qui est essentiel dans les communs. Et puis aussi, du point de vue des communs sociaux et depuis la structure intégrale des communs, il n'y a pas à choisir, c'est toutes les dimensions de la vie en société qui doivent être sous le registre du commun et d'un droit qui leur donne la possibilité de se construire. Et enfin, peut-être, dernier élément, c'est que ces questions-là doivent toujours être raisonnées en contexte. Et ça, Ostrom a pu insister, hein, il n'y a que des communs singuliers, on ne peut pas forcément directement avoir de raisonnements qui sont tout en généralité à partir de, par exemple, de l'eau. Si on est à Igersafen, c'est un village de la montagne kabyle, là on a une gestion de l'eau sous la forme de commun, avec c'est le village communautaire qui gère 2 châteaux d'eau et qui s'oppose à la manière la plus courante en Algérie aujourd'hui, c'est l'Algérienne des eaux, donc c'est un service public de l'eau. Et là on a une résistance de ce village, comme d'autres, qui pour autogouverner l'accès à l'eau et leur distribution d'eau dans le village. Si on est en Nouvelle-Zélande, cette fameuse loi de 2017 qui a créé une nouvelle entité juridique autour d'une rivière dont je ne dirai pas le nom parce que je l'ai un peu oublié, mais cette entité juridique, elle réunit dans un même sujet de droit les poissons de la rivière et les Maoris qui habitent, qui sont les habitants autour de cette rivière. Donc, on est dans un autre contexte où l'eau a d'autres enjeux par rapport aux Maoris. Et on pourrait comme ça, multiplier les contextes. Et il faut toujours avoir donc un peu ces éléments de contexte pour pouvoir parler aussi bien de l'eau que des autres points. Et alors, là aussi, si on est avec les semences d'un côté et le logiciel libre, ils se sont vraiment rencontrés dans les communs informationnels. Les militants des 2 registres se sont réunis pour faire valoir un certain nombre de communs informationnels. Donc, ils ne s'opposent pas du tout ni dans les luttes, ni dans la production de droits qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui des communs informationnels. Donc, voilà, pour dire que dans ce sondage, je ne m'y retrouve pas tellement. Mais dans la manière de le poser, surtout. Oui, tout à fait. Alors, je le dis, j'assume totalement. C'est une vieille ruse d'enseignant. C'est-à-dire que le but était justement de faire réagir, puisqu'évidemment, la question des communs, on essaye de dénaturaliser au maximum. Je l'ai bien entendu. Mais en même temps, quand on en parle pour les gens et dans les représentations, en réalité, c'est très vite associé au bien commun naturel. Donc voilà, c'est pour ça que et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les réponses au sondage évacuent justement le numérique finalement pour mettre d'abord l'eau. Voilà, c'était bien, c'était une petite ruse. Alors, sur les questions, peut-être, alors il y en a déjà, alors il y en a 2 qui ont mis vraiment dans l'onglet questions. Donc on va commencer par celle-ci et puis nous verrons ensuite parce que j'en ai relevé quelques-unes ou quelques demandes de précision dans le chat. Alors la première d'entre elles, c'est à propos des communs naturels justement, la démarche pour promouvoir la notion d'entité vivante à propos de la Seine par exemple, vous paraît-elle en faire partie? Où en est cette démarche en France? Alors ça, c'est une question très juridique. Peut-être que Judith peut nous répondre. Alors, je vais peut-être commencer par le monde, parce que pourquoi on se pose la question? C'est parce qu'il y a un mouvement, en fait, très ample de personnification des entités naturelles actuellement. Hervé en a parlé, le fleuve Ouangani de Nouvelle-Zélande, effectivement, a été personnifié. En Inde, on a des glaciers, des montagnes. En Colombie, c'est un des exemples les plus intéressants. On a la personnification d'une partie de l'Amazonie colombienne, avec une sorte de rétrocession de la gestion de cet écosystème aux communautés locales et à la communauté nationale. Donc, c'est un exemple vraiment très intéressant parce que comme la Nouvelle-Zélande, la personnification se fait sur fond de demande d'une communauté
à qui on en renvoie la gestion. Ça marche beaucoup mieux en Nouvelle-Zélande qu'en Colombie. Mais il y a cette interaction entre la personnification d'une entité naturelle et le renvoi à une communauté de gouvernance de cette entité. Alors en France, on a en fait un droit qui a été découpé très cartésien, hein. On a les personnes d'un côté, on a les choses de l'autre, on a la maîtrise des personnes sur les choses. Notre cosmogonie n'a pas été construite du tout avec des entités naturelles qui seraient nos aïeux, les membres de notre famille, comme ça a été le cas pour les Maoris, ou comme c'est le cas de certains peuples autochtones qui ont poussé à cette reconnaissance en Colombie, en Équateur ou en Bolivie. Donc c'est sûr qu'on a d'autres imaginaires qui font que ça peut nous heurter d'avoir cette idée d'une personnification, d'une personne qui soit la Seine ou qui soit la Loire. Mais il y a énormément de changements actuellement. On a un Parlement de la Loire qui est en train de se mettre en place. On a effectivement une question pour la Seine qui est du même ordre. On a la Guyane pour laquelle on réfléchit à un écosystème amazonien qui serait une personne. Et en fait, on s'oriente vers quelque chose actuellement qui serait un mix, c'est-à-dire que les communs, ces gouvernements d'entités naturelles intégreraient aussi les intérêts de ces entités. Donc déjà, on n'est plus que dans des intérêts, on n'est plus seulement dans des intérêts des humains et très anthropocentrés, mais dans un intérêt d'assurer la pérennité de ces entités. Donc on est déjà en train quand même de prendre en compte d'autres intérêts. Et peut-être qu'un jour, on ira vers la personnification des entités. Alors, il y a quand même des signaux assez contraires, hein, puisque pas plus tard que cette semaine, vous avez dû entendre parler du fait que l'écocide, qui est une sorte de reconnaissance en fait de la Terre comme notre milieu de vie, et que l'on tuerait le milieu de vie, hein, c'est ça, écocide. L'écocide, qui est une grande question justement symbolique d'un crime extraordinaire envers notre milieu commun, a été rétrogradé, si je peux dire juridiquement, en délit plutôt qu'en crime. Donc là, symboliquement, ça ne va pas dans un sens très porteur de ce point de vue-là, mais nos imaginaires sont en train de travailler, je dirais nos représentations sont en train d'être retravaillées, et c'est tout à fait possible, peut-être dans quelques années, au-delà de ces gouvernements d'entités naturelles qui sont en train de se mettre en place, c'est des expérimentations, qu'on aille un jour vers la personnification. C'est à voir. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse très précis. Alors là, je vois d'ailleurs, c'est une étudiante à moi, donc c'est parfait. Elle aura 3 points de plus d'ici la fin de l'année. Donc Chiara, qui pose la question, la réciprocité peut-elle faire ressortir la question de la rationalité des acteurs et donc amener à penser que des personnes ne veulent pas contribuer et profiter comme passagers clandestins? Voilà. Hein, la grande question des communs, la tragédie, etc. Alors, est-ce qu'il y a justement des éléments de réponse par rapport à cela? Chiara étant d'ailleurs elle-même italienne, donc sans doute très au fait des sujets de commun. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Nicole. Je veux bien, parce que c'est des questions passionnantes, ça. Alors, la première chose et d'ailleurs, ça rejoint les autres questions sur gouverner ensemble, en fait. Gouverner ensemble, la question de, je ne sais plus, il y en avait une autre qui revenait un peu à ça. Alors, première des choses que je voudrais dire à ce sujet, c'est que enfin, les formes d'organisation collective qu'on retrouve sous les communs ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire que, en tout cas, quelqu'un comme moi, là je parle d'un titre personnel, on ne dit pas ça doit être l'alternative. Hein. Là, on parle à alternative économique, il y a des alternatives. Ce qui est très ennuyeux dans l'histoire longue, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des formes de auto-organisation, eh bien, quelqu'un a dit « Oula, c'est très dangereux, ça fait de la politique ». Et quand on a eu des liens entre de l'action politique et de l'action économique, on s'est toujours débrouillé pour casser le lien entre l'action politique et l'action économique. C'est l'histoire des syndicats à qui on a enlevé
la gestion des œuvres sociales, c'est l'action des mutuelles, c'est etc. On connaît ça très bien. C'est-à-dire que les formes d'auto-organisation sont des dispositifs qui sont un petit peu, qui peuvent être subversifs. Maintenant, pour ce qui me concerne, je ne trouve pas que les communs doivent être des dispositifs qui doivent être considérés comme devant éliminer les formes d'organisation ou de redistribution par l'État ou les formes d'organisation par le marché. Le problème est que ces formes d'organisation, à un moment donné, elles sont dominées parce qu'elles embêtent les autres. Et donc, il y a des moyens pour arriver à les cantonner et les mettre dans un corner. Et à chaque fois, c'est un problème. La deuxième chose que je voudrais dire à ce sujet, effectivement, c'est pas, comme on disait quand j'étais jeune, c'est pas de la tarte, hein. Les communs, on disait l'autogestion, c'est pas de la tarte. Dans les communs, ça ne l'est pas non plus. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle personne soit ne considère que ce sont des formes rationnelles. Bon, il y a des tas d'économistes. Moi, je suis pas du tout universitaire, alors comme ça, je peux en parler de façon beaucoup plus libre, mais je me ferai corriger. On dit, oh là là, les coûts de coordination sont beaucoup trop importants, faut éliminer ces trucs-là, ça coûte trop cher, c'est pas possible. Donc, les coûts de coordination, effectivement, sont très importants. Mais alors, on considère que, du coup, il faut les éliminer, ou alors on considère qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que, finalement, ça fait plaisir, hein, comme ça fait plaisir de recueillir d'accueillir les gens pour manger chez vous le dimanche midi. Eh bien, s'occuper des communautés, c'est censé être du plaisir, donc ça n'a même pas besoin d'être pris en considération. C'est ce que je disais, c'est un impensé, et du coup, personne ne le prend en compte. Et ça, les femmes pourraient évidemment largement parler de ces sujets-là, mais ça nous amènerait trop loin. Et la troisième chose que je voudrais dire, en étant simplement allusif sur ces questions, parce qu'on n'a pas le temps, sauf s'il y a des questions complémentaires, c'est que les outils de gestion sur lesquels qu'on utilise pour gérer les formes d'organisation, qui pourraient être des formes d'organisation qui réceptacles que de commun, tuent le commun. Les formes d'organisation, les outils de gestion, le développement des outils de gestion, la financiarisation des outils de gestion et la financiarisation par les outils de gestion, dispositif largement documenté par quelqu'un comme F. Capello et sur lequel je pourrais rebondir aussi, détruisent systématiquement les formes d'organisation telles que les communs. Et ça, ce sont des impensés, y compris du côté des ce qu'on appelle des commoners, le poids de la comptabilité, le poids des reportings que l'on doit remettre, les formes juridiques, les formes fiscales auxquelles on a recours, et je pourrais développer encore plus les formes d'investissement. Même si c'est des formes d'investissement à impact qui nécessitent de mesurer les effets individuels et pas forcément les effets collectifs parce qu'ils sont très difficiles à mesurer. Tout ça, ce sont des outils dont il est très difficile de se passer parce qu'on ne peut pas décider d'exercer son métier sans utiliser les outils de gestion qui sont largement, qui sont acceptables par les tiers. Et pour autant, ça scie la branche de l'action collective sur lesquelles les communs sont installés. Enfin, en tout cas, c'est une opinion sur laquelle je pourrais donner des développements complémentaires. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette… Hervé. Par rapport à la question posée sur la réciprocité, je prendrai l'exemple d'un commun qui est l'écolieu Tetris à Grasse, hein, dont le statut juridique est d'une société coopérative d'intérêt collectif. Les études à propos de cet écolieu font ressortir la dimension de réciprocité comme structurante, hein, de ces rapports que sont la vie en commun dans cet écolieu et qui sont différents selon, par exemple, cette réciprocité, si on habite dans l'écolieu ou si on y passe ou on y travaille sans y habiter. Donc, les rapports de réciprocité sont
diversifié. C'est pas forcément les mêmes formes de réciprocité selon les différentes configurations de son rapport à un commun. Donc, et encore une fois, l'aspect essentiel de se rapporter à des configurations particulières pour pouvoir considérer les questions, notamment celle de la réciprocité, mais c'est évident que et les communs, c'est ce que disait aussi Nicole, c'est pas sans difficulté. Et d'ailleurs, ce qui participe de leur définition, c'est leur capacité collective à gouverner de leurs propres conflits. Donc, le passager clandestin, c'est toujours une possibilité dans un commun comme ailleurs. Et c'est par contre c'est la capacité collective de gouverner de manière autonome ces conflits et ces difficultés parfois entre les règles et les comportements. Merci Hervé. Alors je vous propose de passer à la troisième question, qui est assez intéressante également. On a plein de bonnes questions. Alors l'accès à des biens communs indispensables à la vie, air et eau non polluée par exemple, ne devrait-il pas être gratuit dans le cadre d'une gestion commune? Voilà, alors est-ce que les communs, ça doit être gratuit nécessairement? Je crois qu'il peut y avoir des débats sur le sujet. Alors est-ce qu'il y a des réponses sur ce point? Hervé. Je vais encore donner un exemple et revenir à Egershafen. Dans ce village, chaque habitant, donc a droit à 80 litres d'eau par an gratuit. Et puis ensuite, donc ça c'est la gestion durable de la ressource qui communautairement, collectivement, et ensuite c'est 5 dinars par litre d'eau supplémentaire. Alors, si on a des invités, il va y avoir des règles particulières. Mais voilà, donc la question, c'est pas gratuit ou pas gratuit, c'est qu'est-ce qu'il est concevable de décider collectivement par rapport à la gestion durable d'une ressource qui peut avoir un coût. Comment on gère ce coût? Là-bas, il y a 2 châteaux d'eau, donc il y a des coûts. Mais vous voyez, il y a des coûts et néanmoins, il y a 80 litres d'eau gratuite parce que le village communautaire s'organise pour gérer ses coûts sans le faire payer, en tout cas pour les 80 premiers litres d'eau. Donc voilà, je pense que c'est la question de comment nous gérons collectivement les coûts, qui ne sont pas forcément qui ont comme contrepartie un prix individuel à payer pour l'accès aux biens, mais il faut gérer la question de toute manière des coûts et comment ensuite le critère du paiement ou non est introduit pour l'accès aux ressources. Et là, encore une fois, ça va dépendre de très nombreux critères et il n'y a pas de principe général, mais c'est la question essentielle, c'est à la fois la gestion durable de la ressource, mais à travers la gestion durable de la ressource, c'est la gestion durable de la communauté, parce qu'on en revient toujours à la communauté. Oui, ça me fait penser à une espèce de slogan de Paul Ariès qui disait « gratuité de l'usage et renchérissement du mésusage ». Voilà, ce qui revient un peu à l'exemple, il me semble, à l'exemple que tu viens de citer. Sur cette question de la gratuité, d'autres réactions éventuelles? Je passe à la question suivante. Alors, nous en avons 2 nouvelles questions. Alors, la première, en quoi l'économie de la fonctionnalité, donc il est cité le cas de l'autopartage des voitures, donc l'économie de la fonctionnalité renouvelle-t-elle la notion de commun, puisqu'effectivement elle sépare la question de la propriété de celle de son usage? Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir sur la question de l'économie de la fonctionnalité? Judith, oui, merci. Oui, alors effectivement, il y a cette dissociation possible entre la propriété d'un bien, un appartement, une voiture, un vélo, et le fait que d'autres vont avoir accès à ce bien. Mais, à mon sens, il y a une confusion qui est largement entretenue, notamment par les plateformes de fonctionnalité, Airbnb ou d'autres, qui se disent en plus collaboratives. On a toute une économie dite collaborative qui surfe sur l'idée que il y aurait de la collaboration, ce qui est l'une des caractéristiques aussi des communs, de l'économie des communs, notamment numérique. Et je crois qu'il faut vraiment faire une distinction parce que ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de communauté de gouvernance, il n'y a pas de partage de valeurs, il n'y a pas de gouvernement en commun de ces plateformes. Et précisément, Nicole
dans la COP des communs, travaille avec des plateformes qui n'empruntent pas ce modèle, c'est-à-dire qui ont pour objectif de réfléchir à une communauté de gouvernance, par exemple Mobicop, ou des plateformes comme Fairbnb sont des plateformes qui essayent d'intégrer du commun, de la gouvernance en commun, de la répartition de valeur, sur de l'économie collaborative ou à côté de grandes plateformes d'économie collaborative pour montrer ce que c'est qu'une différence entre les deux. Soit qu'elle se détache complètement de ce modèle, soit qu'elle soit plus éthique dans ce modèle, mais l'idée c'est quand même que là on n'aurait plus du tout une verticalisation et un pouvoir vertical qui permettrait cette fonctionnalité, cette économie de fonctionnalité, mais précisément une discussion sur l'organisation de la plateforme, sur le partage de la valeur. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre et superposer économie des fonctionnalités, économie collaborative et économie des communs ou communs, parce que il y a des confusions entretenues à dessein, mais ça n'est pas du tout la même chose. Merci beaucoup pour cette réponse. Il nous reste environ 15 minutes. Alors, il y a une autre question qui est tout à fait intéressante parce que, y compris là, tout à l'heure, la question de l'autogestion a été citée. Et c'est vrai que c'est un peu finalement les communs, d'une certaine manière, ressuscitent cette question de l'autogestion. Alors, quel rôle, selon vous, devrait jouer l'État dans la gestion des ressources communes? Voilà. Est-ce qu'on va rétablir Tito? Je le fais de manière provocatrice. Mais voilà. Et alors, quel rôle doit jouer, selon vous, l'État dans la gestion des ressources communes? Est-ce qu'il y a un retour là-dessus? Romain, voilà. Voilà, Romain et Nicole qui sont très action publique. Alors, d'abord, je pense, enfin, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, je pense que l'État, dans bien des cas, n'est pas à la bonne échelle, au sens État national, et que c'est plutôt du ressort des collectivités locales. C'est-à-dire que je pense que dans la gestion de pas mal de communs, il y a l'idée de proximité, même s'il y a une logique multiscalaire qui est intéressante à explorer, quand même une logique de proximité, de capacité, de tangibilité du commun à gérer, qui fait que c'est plutôt du ressort des collectivités. Ensuite, j'ai l'impression, et ce que disait Sylvain dans le chat l'attestait en ce qui concerne la forêt, j'ai l'impression que dans le cas de pas mal de communs, on ne sait pas ce qu'il faudrait faire pour bien les gérer. Et ça, l'acteur public, que ce soit l'État ou la collectivité locale, n'aime pas bien quand il n'y a pas une réponse toute faite. C'est-à-dire que c'est plutôt des organisations qui sont faites pour déployer des dispositifs à grande échelle et qui gèrent assez mal l'incertitude et l'exploration. Une fois que cela est dit, j'ai l'impression que l'État pourrait avoir un rôle d'ingénierie, à la fois de cadre d'autorisation. C'est ce que dit Soriano dans le podcast que je postais. Il disait qu'il faudrait que l'État soit capable de reconnaître des lieux d'expérimentation comme les ZAD, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on puisse imaginer, inventer, c'est un haut fonctionnaire d'État, polytechnicien qui dit ça, où on puisse imaginer, inventer, tester d'autres manières de faire. Donc il y a déjà ce cadre d'autorisation. Et après, il y a l'ingénierie. Et là, je retombe un peu sur les sujets numériques. Il y a en ce moment le numérique en commun, qui est géré par la mission Société numérique. Et là, l'État se vit plutôt comme fournisseur d'une ingénierie à des communautés, soit en cours de structuration, soit déjà structurées, pour bien gérer les communs. Et ça, c'est quand même intéressant parce que j'ai l'impression que sinon, assez vite, les communs s'essoufflent ou n'ont pas les moyens de se fournir, d'avoir l'ingénierie du bon niveau. Et donc là, l'État pourrait jouer un rôle intéressant et je ne sais pas la direction qui est prise dans bien des domaines, notamment écologiques. Hervé, pour compléter. Ah non, il y avait Nicole avant. Il y avait Nicole. Je viens de la squeezer. Nicole, je t'en prie. Et ensuite Hervé, dans l'ordre. Ah, Hervé d'abord. Alors Hervé d'abord. Merci Nicole. Alors, je serai bref. L'État, le plus souvent, a été le fossoyeur des communs. Hein, donc, il y a un peu un passif entre les communs et l'État, notamment soit par des enclosures publiques, soit par favorisant des enclosures privées. Mais l'État peut être partenaire des communs. Je prendrai un exemple, celui de l'énergie aujourd'hui en France. Enedis,
c'est l'État, c'est le réseau de distribution de l'électricité. C'est celui qui, et ce sont des fonctionnaires qui, lorsqu'il y a des tempêtes, vont réparer les lignes téléphoniques, tout ça, le réseau de distribution de l'électricité, les électrons. Et puis, il y a des producteurs d'électricité, puis il y a des distributeurs d'électricité. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend le parc éolien citoyen de Bégane, c'est un producteur d'électricité, c'est un commun qui va mettre son électricité sur le réseau national de l'État pour que cette électricité produite passe dans le réseau et permette, une fois qu'elle est dans le réseau, et ce réseau il est national. Donc là, il y a tout à fait, et Enedis évolue. Hein. Bon, le grand partenaire d'Enedis, c'est quand même EDF encore, qui est un producteur d'électricité et qui a une puissance importante en France. Mais voilà, donc il y a une évolution là dans ce secteur de l'énergie où l'État, en tout cas, a fait évoluer ses pratiques, et notamment aujourd'hui à Enedis, il y a toute une ingénierie de comment on travaille avec ces communs pour assurer, parce que ça c'est la mission d'intérêt général, que l'ensemble des citoyens français puissent avoir suffisamment d'électricité lorsqu'ils en ont l'usage. Mais voilà, donc là on a une imbrication intelligente, je trouve, entre le rôle de l'État avec Enedis, avec un réseau national, et puis des communautés énergétiques qui produisent sur leur territoire. Pour le parc éolien, ce sont des éoliennes, de l'électricité à partir de l'énergie durable. Donc voilà un exemple qui montre l'État partenaire, même s'il est quand même un peu biaisé EDF, partenaire quand même des communs. Merci Hervé. Alors Nicole, du coup, tu souhaites réagir? Oui. J'ai oublié la façon exacte dont tu as posé la question, Timothée. Ah, pardon, je refais, c'est pas moi, hein, je me contente de répéter. Alors, quel rôle, selon vous, devrait jouer l'État dans la gestion des ressources communes? D'accord, alors ok, très bien. La question est complexe, elle est bonne. Dans les réponses, il faudrait avoir du temps pour expliquer que l'État a été longtemps, pour des gens comme moi, le garant de l'intérêt général. Je ne suis plus sûre que l'État soit le garant de l'intérêt général. Je suis le témoin, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer il y a 10 jours, des gens qui considèrent que… Alors, vous savez, il y a le 3919 là, qui a été créé par des femmes pour venir au secours des femmes maltraitées. Eh bien, comme on l'a vu depuis 30 ans, pas depuis 30 ans, depuis Maastricht en fait, mais largement utilisé par l'État français, utiliser la création par des collectifs de services pour en nommer un dispositif qui pourrait être mis en concurrence et proposé à des prestataires privés pour mettre les inventeurs des solutions associatifs, donc on pourrait dire des communs dans certains cas, en concurrence avec des acteurs de marché. Donc, est-ce que dans ce cadre, l'État est le garant de l'intérêt général? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Bon, on a un groupe qui travaille là-dessus et je vois bien que entre les gens qui pensent qu'ils croient qu'ils ont compris ce que signifiait l'État, l'intérêt général, au sens commun du terme, de langage commun, voilà. Et la définition de l'intérêt général tel que on peut l'imaginer, notamment sur le plan du droit. Alors, et après, il y a le droit français et puis le droit européen, évidemment, voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis après, il y a la question du service public. La question du service public, parce que est-ce que la mise en œuvre de l'action de l'État doit à tout coup passer par des dispositifs de service public gérés par l'État, ou est-ce qu'il peut y avoir des délégations de service public, des concessions de service public, des participations au service public? Moi qui ai travaillé pendant 25 ans dans le monde de l'action sociale, nous avons toujours œuvré pour que l'action sociale ne devienne pas un service public. Grand respect aux hôpitaux, et bien entendu, quelqu'un comme moi ne va surtout pas dire qu'il faut moins d'État et qu'il fait moins d'hôpitaux publics, surtout pas. Mais on ne peut pas raisonner sur les communs
sans l'imaginer dans un rapport de complexité avec les autres formes d'organisation et notamment avec l'État et bien entendu avec le marché. Encore une fois, ce que je pense, c'est que ce qui est très important, c'est que les communs ne soient pas systématiquement, les communs et les formes d'organisation, comment dire, des formes d'organisation dans lesquelles ils peuvent s'incarner, ne soient pas systématiquement mis en concurrence et dominés, et finalement, au bout, ou être condamnés à l'isomorphisme institutionnel et mourir au bout de 20 ans, parce qu'ils n'ont plus la capacité de faire vivre leur spécificité. Je voulais encore ajouter quelque chose, mais emporté par ma passion, je l'ai oublié. Voilà. Pas grave, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Finalement, alors, il y a je prends une dernière question qui était dans le chat, et au-delà de l'État, on a bien vu d'ailleurs hein, l'État avec ses ambiguïtés, on aurait pu dire comme Lénine, mais l'État, mais c'est nous. Mais en fait, c'est plus compliqué évidemment que cela. Toujours est-il, au-delà de l'État, le rôle des collectivités territoriales, puisqu'on est dans une gestion... Quel est le rôle des collectivités territoriales puisqu'on est dans une gestion de proximité? Et oui, on revient à la définition un peu Ostrom hein, sur cela. Est-ce qu'on ne se heurte pas aussi au manque de savoir-faire des collectivités sur la participation? Voilà, quelle est la place des collectivités? Et est-ce que réellement elles arrivent à intégrer les usagers citoyens finalement dans l'action publique? Nicole? Oui, pardon, j'abuse. Ouais, je voudrais dire deux choses. Un, pour rebondir sur l'exemple précédent sur l'État. Romain, j'ai récemment vu passer des choses que tu ne peux pas citer, mais où l'État pense proposer des communs au plan numérique et il dit c'est moi qui vais les gérer. Alors moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, c'est-à-dire vous êtes dans le monde hospitalier, vous êtes dans le monde de l'action sociale, ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi le reporting je veux et c'est moi qui vous dis comment il faut faire. Et donc ça modélise l'action. Si c'est vous, si c'est l'État qui fait le DSI, ça peut être compliqué. Donc on ne peut pas déconnecter l'usage du mode de gestion, jamais, je pense. Et bon, mais ça suppose que c'est des sujets de controverse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, la question des collectivités locales est essentielle. La préoccupation que j'ai, et là je parle à titre plus personnel que de la COP des communs, c'est qu'il arrive en ce moment aux collectivités locales à peu près la même chose que ce qui est arrivé aux associations depuis 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'on les oblige parce que les collectivités locales sont devenues, à corriger ce que je dis, c'est pas sûr, mais je pense qu'elles sont devenues un peu plus désargentées qu'elles ne l'étaient précédemment, c'est-à-dire que la fiscalité locale a diminué. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, de plus en plus, ce que je constate, c'est qu'on leur demande de passer par le biais d'appels à projets, alors voire peut-être d'appels à commun, pour, selon des termes qui sont décidés par je ne sais pas si c'est l'État ou des représentants de l'État, des agences nationales, et qui leur disent que si elles veulent participer à des projets pour avoir plus de ressources que ce qu'elles n'ont spontanément via l'impôt, voilà, c'est French Impact ou c'est Action Cœur de Ville. Des choses qu'on ne peut absolument pas, bien entendu, remettre en cause. Mais si vous voulez, c'est une autre démarche. Et donc, du coup, la liberté de partenariat entre des collectivités locales autonomes et des communs, je pense que c'est un sujet de réflexion pour les mois et les années qui vont venir. Ah, Judith? Oui, je voulais juste donner un point de comparaison pour ceux qui s'intéresseraient à la question et qui voudraient aller regarder de ce côté-là. C'est que on peut donner l'exemple de Gand, en Belgique. Michel Bowen, qui est un très grand spécialiste des communs numériques, il mène une expérimentation et il identifie très concrètement, et il a un site très précis sur les questions, il identifie exactement quels sont les obstacles au partenariat public commun.
Plutôt que de faire des partenariats publics-privés, lui, il fait des partenariats publics-communs, de l'expérimentation, et il identifie quels sont les facteurs de blocage. Un exemple, les marchés publics ne sont pas faits pour accueillir des structures qui seraient gérées en commun, parce qu'il y a plein d'indications qu'on ne peut pas donner, par exemple, et parce que ça n'est pas la même structuration et les réponses, les candidatures qu'on peut présenter pour un marché public, un commun ou une structure qui serait gérée en commun ne correspondrait pas aux questions qu'on leur pose dans le marché public. Donc, il a, avec la municipalité, toute une démarche pour permettre précisément, mais c'est des choses très concrètes, pour permettre précisément une réponse pour des partenariats publics communs. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple, mais c'est une expérimentation très intéressante et une identification des obstacles qui a été menée. Merci Judith, peut-être juste pour nous donner le nom du chercheur, enfin de la personne, c'est un élu. Je le mets dans le chat, son site. Voilà, merci. Hervé, du coup, pour compléter. Oui, pour prolonger ce qu'a dit Judith, on en a parlé ce matin lors de la table ronde sur les relocalisations des marchés publics. Et il ne faut pas oublier l'échelon européen dans ces obstacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité locale, lorsqu'elle fait un marché public, ne serait-ce que pour les cantines scolaires, eh bien, elle doit respecter un cahier des charges concurrentiel. Et par exemple, le critère de localité, qui est quand même associé au commun, ne peut pas être pris en compte en tant que tel. Donc, il faut contourner le droit pour dire, ah bien, là, on va par les enfants, les jeunes de l'école vont pouvoir aller visiter là où c'est produit. Et donc, ça, c'est un critère, mais qui est un critère pédagogique. Et donc, ça fait partie du marché. Donc, voilà, il y a un contournement, mais autrement, la logique européenne, alors, pas dans tous les secteurs. Si on prend l'énergie, l'Europe est assez favorable aux communautés énergétiques et les soutiens. Donc, mais dans la plupart des secteurs, les régulations européennes sont anti-communs, ça. Et descendent sur l'État et descendent sur les collectivités territoriales. Merci beaucoup du coup pour ces éclairages. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. Donc merci vraiment encore une fois pour ces éclairages, parce que c'était très complet, très précis, très documenté, très illustré et très stimulant. Donc vraiment merci à vous. On a eu quand même 70 personnes en permanence, hein, parfois c'est monté jusqu'à 75. Donc c'est tout à fait positif, personne n'a décroché. Il y en a un au tout début qui s'est manifesté, mais en fait tout le monde a tenu bon, donc c'est plutôt bon signe. Peut-être pour conclure, je vous demande juste en un mot ou une phrase, on va dire, mais une phrase courte, de dire quelle serait, si on ne l'avait pas prévu, quelle serait votre ambition justement pour les communs, hein. Demain, voilà, si on se dit qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau des communs, quelle serait votre ambition par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'une société intégralement gérée par les communs, ou voilà. Est-ce que vous avez en un mot comme ça, quelle serait votre ambition? Alors à tour de rôle, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. La question est difficile, hein. Moi, je reprendrai, Romain, je reprendrai ce que Judith vient de dire sur les partenariats publics communs. Je pense qu'on a une puissance publique, une action publique qui est assez largement, qui a besoin de revitalisation et de transformation, qui ne sait pas forcément où puiser de l'énergie. Et je pense que c'est dans ces partenariats qui sont assez largement à construire, hein. Il y a plein de maladresses, plein de choses nocives qui sont faites, mais je pense que c'est assez vertueux d'y penser dans ces termes. Merci. Donc les partenariats publics communs, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre veut donner un autre exemple? Judith. Oui, non. Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de Romain. Je pense que c'est une direction intéressante. Et puis aussi le renouvellement de cette expérimentation de convention citoyenne. Je pense que c'est un bon moyen même si elle a plein d'ambiguïtés, même si son contexte de naissance est ambigu, même si ce qu'on est en train de faire est ambigu. Et ça, je trouve ça très grave, précisément qu'elle se solde comme ça, parce que c'était une sorte d'expérimentation d'une participation citoyano-technique qui me paraissait fertile pour faire descendre ce gouvernement sur certaines entités à l'échelle de chacun. Et donc, j'espère
qu'elle sera, si j'ai un vœu à formuler, voilà, j'espère qu'elle sera davantage respectée et qu'on pourra en expérimenter d'autres. Merci. Hervé, Nicole. Hervé. Oui, alors c'est vrai, donc forcément l'ambition telle que je la vis aujourd'hui, c'est celle d'une perspective vers la société du commun. Et à titre plus personnel, c'est la transformation de l'université, puisque je suis universitaire, et que les universités, avec les étudiants, avec la recherche, soient plus en lien avec leur territoire, plutôt qu'être avec l'échelle de Shanghai ou le classement de Shanghai, qu'elles sont en lien avec leur territoire, tout en étant, parce que c'est le rôle et la mission de l'université, en lien avec la connaissance au niveau du monde, mais voilà, qu'il y ait un translocalisme au niveau de l'université, qu'elle soit à la fois acteur de son territoire, avec ses étudiants, avec sa recherche, tout en étant citoyen du monde. Merci. Et Nicole, peut-être le mot de la fin. Oui, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, c'est peut-être le mot du début, non, de la fin du début. Voilà, que ce qu'on a dit, ce soit la fin du début et que ce soit vraiment une continuation, qu'on ait la possibilité de faire. Non, pas l'autre fois avec Benjamin Coria, Lionel Morel, Jean-Louis Bossel, et puis les amis avec lesquels on a créé la COP des communs, on se disait que quand on a écrit vers une république des biens communs, on parlait du nouvel âge des communs. Et avant, il y avait eu l'aventure avec Judith et les autres sur le retour des communs. Ben, peut-être que maintenant, on en arrive à la voie. Comment est-ce qu'on va faire pour exercer la voie des communs? Et je pense que oui, bien sûr, partenariat public, bien sûr, partenariat public commun, oui. Mais moi, je n'y crois absolument pas, mais absolument pas, s'il n'y a pas une organisation du côté des communs avec des alliés qui se reconnaissent dans leur vision, dans leur utopie, dans le récit qu'ils portent et alliés avec des formes d'organisation pour qu'il y ait une force quoi, qui se constitue. Et en ce moment, on va quand même en avoir besoin parce que ça tangue un peu de tout, ça tangue un peu de tous les côtés. Et quand les gens sont ensemble, ils peuvent faire la pire des choses. Des fois, ils peuvent aussi faire des choses merveilleuses. Donc, que les communs nous permettent de faire ensemble des choses merveilleuses parce que les temps qui vont venir vont être assez difficiles à vivre. Merci. Donc, merci à vous quatre. Encore une fois, je repense à la discussion que j'avais eue avec Philippe quand on avait créé ce plateau. Je lui avais proposé la thématique des communs. Il n'était pas forcément convaincu. Il m'avait dit, mais ça va. Il faut pas que ce soit un truc vague. Enfin, je veux dire, parce que tout est dans les communs, quoi. Voilà. Donc, il m'avait dit. Pas que ce soit un truc nul, sans intérêt. Bon, là, on voit, je crois, vous avez réussi à le définir de manière précise et à pas, je dirais, tout n'est pas dans tout. On l'a vu d'ailleurs, quand on a parlé, par exemple, de l'économie des plateformes ou d'autres sujets, de la place de l'État et autres. Donc là, il y avait une définition, je dirais, rigoureuse des communs, avec derrière un véritable projet de société qui dépasse d'ailleurs le niveau conceptuel, mais qui rejoignait les pratiques. Donc, merci beaucoup à vous. On voit bien qu'on aura de quoi faire l'an prochain. Je ne sais pas s'il y aura, j'imagine, encore les journées de l'économie autrement. Et donc, on pourra proposer de traiter la question des publics, des partenariats publics communs. Je crois que ça fera un magnifique sujet. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Vraiment, sincèrement, c'était vraiment de haute volée. Donc, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis parce que, évidemment, ils ont apporté des questions extrêmement riches et ils ont fait toute la qualité de cet échange. Donc, merci à tous, merci aux organisateurs, merci à Anne qui était dans les coulisses, à Anne Boulin qui était en train de tout nous gérer, qui a fait ça merveilleusement bien. Et je vous souhaite de bonnes journées, une bonne poursuite des journées jusqu'à ce soir. Et puis, je vous dis à dans un an, et puis sans doute nous croiserons-nous d'ici là. Au revoir et bon week-end. Au revoir.